Bonjour, bonjour. Un, deux, test. Est-ce que quelques personnes peuvent lever la main dans le chat pour m'inscrire si la communication est bonne avant de commencer? Parfait, merci. Merci beaucoup. On va débuter dans 30 secondes. Alors, bienvenue à tous à ce webinaire tant attendu sur le changement des normes du travail. Nous sommes le 24 janvier 2019. Je ne sais pas où vous êtes exactement au Québec. Moi, je suis dans la ville de Québec. C'est la température est pluvieuse. Alors, en vous souhaitant une bonne présentation, donc présentée par Sage Ressources humaines et Sage Assurance et Rente collective. Je me présente, je m'appelle Maxime Dubois, je suis le présentateur aujourd'hui. Principalement, j'ai une expérience et une certification en gestion des ressources humaines. Je suis MBA et CRHA. Je suis le directeur des ressources humaines chez Sage RH. Et c'est avec moi que vous communiquez la plupart du temps pour vos questions. Donc aujourd'hui, c'est bien entendu un atelier qui est en lien avec le droit du travail, spécifiquement les changements qui ont été apportés aux normes du travail. Vous comprendrez que je ne suis pas un avocat et vous allez le voir dans la présentation, on ne parlera pas des articles et des changements spécifiquement article par article. On va y aller de façon très vivante, du moins je l'espère, et pratico-pratique surtout avec les changements et qu'est-ce que ça apporte. Les conditions de succès aujourd'hui, c'est bien entendu, si possible, de fermer votre micro. Vous pouvez faire des captures d'écran. La présentation sera disponible. Je vous expliquerai comment à la fin du webinaire. Je vais tenter de respecter l'ordre du jour aujourd'hui, donc 45 minutes de contenu et 15 minutes de questions à la fin sur le chat. Je ne pourrai pas malheureusement répondre à tous les cas particuliers. Là. Si vous avez des cas spécifiques, vous aurez à m'écrire à rh@commercial-sagedecision.com, adresse que j'ai mis dans la dernière diapo également. On est plus d'une centaine là, aujourd'hui connectés, 150 pratiquement, donc je vais tenter de répondre à l'ensemble des questions. Au terme de la formation, ben, ce que je vous propose, c'est de comprendre le nouveau contexte juridique proposé par la Commission, connaître les risques de ne pas s'y adapter, puis idéalement ajuster vos conditions de travail, ajuster vos guides de l'employé, prendre des décisions en connaissance de cause, puis gagner confiance là, face à ces changements. Peut-être qu'il y a déjà des travailleurs, des salariés qui ont commencé à vous challenger. Je vais tenter d'éclaircir le tout pour vous. Pardon. Donc, premièrement, il faut expliquer un concept important, c'est que la loi sur les normes du travail s'applique si vous êtes de compétence provinciale exclusivement. C'est pas si vous faites des affaires au Québec qui fait la différence, c'est plutôt votre type d'entreprise. Donc, si vous êtes, par exemple, une banque, une entreprise dans le domaine de la télécommunication, transport aérien interprovincial, maritime, etc., ça, c'est des entreprises qu'on considère à compétence fédérale. Et ça, c'est le droit du travail canadien qui s'applique. Donc, si vous êtes dans un domaine qui est inscrit ici, là, mais la liste n'est pas exhaustive, là, mais vous le savez sûrement si vous êtes de compétences provinciales ou fédérales, mais sachez que moi, je prends pour acquis qu'ici, aujourd'hui, la loi s'applique à tout le monde. Bien entendu, il y a aussi la notion de salarié. La loi sur les normes du travail s'applique à un salarié. Vous voyez qu'un fournisseur de services là, ou un sous-traitant de votre entreprise n'est pas un salarié au sens de la loi. Donc, ce que je vais expliquer aujourd'hui ne s'applique pas nécessairement à eux. Il a été aussi exclu les étudiants stagiaires ainsi que les étudiants athlètes. On y reviendra. Et la notion de cadre supérieur, là, on parle de président et de vice-président d'organisation, habituellement, sous certaines exceptions,
Ces salariés-là ne sont pas couverts par la loi sur les normes du travail, mais plutôt justement au Code civil du Québec et ou le Code du travail du Québec et ou du Canada. Donc, ceci étant dit, ça c'est pour mettre la table au final pour être certain qu'on parle tous le même langage. D'entrée de jeu, il y a eu deux révisions importantes, plutôt je devrais dire deux dates où il y a eu des changements importants. Donc la loi, le projet de loi a été adopté et entériné et effectif depuis le 12 juin 2018. Donc plusieurs changements ont pris effet à cette date-là et d'autres changements plus importants, je dirais ceux qui avaient une incidence financière. Euh, Ceux-là, c'est il y a une vingtaine de jours qu'ils sont devenus applicables, c'est-à-dire au 1er janvier 2019. Donc, aujourd'hui, je vais passer à travers plusieurs changements. J'en ai sauté quelques-uns. Il y a peut-être une trentaine, 35 changements au total. Je dirais qu'il y en a peut-être une quinzaine qu'on va survoler de façon plus précise. Puis il y en a vraiment là, le top 5 là, des éléments qui sont plus importants. Donc, prenez pas systématiquement pour acquis que j'ai discuté de tous les changements. Il y en a qui s'appliquent seulement aux travailleurs étrangers, d'autres aux agences de recrutement. Donc, j'ai été global. Vous voyez peut-être que j'ai annexé à cette présentation un document qui est le guide pratique qui a été élaboré par l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Et si vous avez si jamais vous avez des questions supplémentaires ou des interrogations ou besoin d'une interprétation face à un article ou à une nouvelle loi, eh bien, vous pouvez tout simplement vous y référer. D'entrée de jeu également, je voudrais vous dire que, bon, la loi sur les normes, vous aurez peut-être l'impression là, qu'il y a beaucoup de changements qui sont en faveur du salarié. Je vais vous proposer malgré tout certains éléments qui sont euh, très intéressants pour l'employeur. À noter que, au final, là, votre droit de gérance reste toujours primordial. Si c'est pas inscrit dans la loi, c'est votre droit de gérance qui prime. Euh, et vous avez le droit d'être plus généreux que ce que je vous dis aujourd'hui, bien entendu. La seule contrainte que vous avez, c'est que c'est illégal, c'est contre l'ordre public d'aller contre une loi qui est inscrite. Donc, même si vous avez une règle interne qui ne respecte pas la loi, elle est nulle, même si l'employé a consenti à cette règle-là. Donc, par exemple, si vous dites, ben moi, l'employé est d'accord que j'augmente pas ses semaines de vacances, cette entente-là est nulle de nullité absolue, qu'on dit en droit, donc il faudra vous y conformer. Premier gros point majeur, je commence tout de suite dans le vif du sujet avec les vacances. Vous savez que un salarié auparavant, après 5 ans de service, justifiait d'une troisième semaine de vacances. Désormais, ce 5 ans-là passe à 3 ans. Et il y a une interprétation importante à faire, là, puis je pense que c'est le seul endroit où je vais vraiment lire ce qui est inscrit là, de façon exhaustive sur ma diapo. Là, mais un salarié qui justifie 3 ans de service continu chez un même employeur à la fin de l'année de référence. Donc, l'année de référence des normes du travail, vous voyez, j'ai fait un petit graphique ici. C'est du 1er mai de l'année au 30 avril, principalement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année de référence-là, elle est déjà démarrée depuis le 1er mai, mais la loi est devenue effective au 1er janvier. Donc, si je continue ma lecture, euh, l'employé, après le 1er janvier 2019, qui a déjà cumulé 3 années de service dans l'année de référence, donc depuis le 1er mai 2018, aura une troisième semaine de vacances à prendre et son indemnité de vacances va passer de 4 à 6 Il pourrait y avoir rétroaction jusqu'à la date d'embauche ou à la date du début, à la date d'embauche où la personne a 3 ans de service ou la date où l'année de référence a débuté. Donc, dans le calcul, il faut le comprendre de la façon efficace, c'est que la ligne rouge c'est l'année de référence dans laquelle on cumule
des vacances et la ligne verte est l'année suivante dans laquelle on peut prendre les vacances qu'on a accumulées. Donc, l'indemnité passera de 4 à 6 et le nombre de semaines de vacances passera de 2 ans à 3 ans. Pardon, le nombre de semaines de vacances va passer de 2 semaines à 3 semaines et non pas d'années, bien entendu. Euh, Vacances aussi, au 12 juin, il y a eu des changements. Auparavant, même si beaucoup d'employeurs le faisaient déjà, euh, c'était pas possible nécessairement de payer en continu le salaire de l'employé. Si on lisait l'article de loi, il disait que on devait recevoir l'indemnité de vacances avant de quitter en vacances, un peu dans le même concept que dans la construction. Donc, les travailleurs, les travailleuses de la construction reçoivent leur chèque avant de quitter en vacances. Cet historique-là avait été conservé dans la loi. Maintenant, il est correct, puis il a toujours été correct dans les faits, là, mais maintenant, c'est écrit qu'on a le droit de le faire de façon systématique. Le salarié n'aura pas toujours la possibilité de demander son paiement complet avant son départ pour les vacances. Ça, c'est pas une nouveauté en soi, mais le fait de pouvoir payer les gens en continu, c'est une nouveauté. C'en est pas une, mais c'en est une. Euh, Aussi, il était illégal, donc même si c'était une pratique qui se faisait déjà, de payer l'indemnité de vacances sur chacune des payes pour les travailleurs qu'on qu'on embauchait. Donc maintenant, le législateur, ce qu'il dit, c'est que si vous avez des travailleurs saisonniers, vous savez que vous embauchez pour quelques mois ou à intermittence, il sera possible désormais de payer ces gens-là, de payer leur indemnité de vacances, donc le 4 ou le 6 directement sur leur paye. Donc, ça aussi, c'était une pratique qui se faisait déjà, mais comme vous voyez, les normes se sont adaptées à la réalité. Les jours fériés, globalement, les jours restent les mêmes. Il y a toujours 8 fériés. Euh, il y a une petite twist, là, un petit changement au final, c'est que lorsque le salarié devait travailler cette journée-là, le jour férié, l'employeur avait la possibilité d'offrir un congé compensatoire ou une indemnité. Donc, l'indemnité étant de payer le travailleur ou le salarié à temps et demi ou à 150 de son salaire, ou à un congé compensatoire. Ça se complexifiait un peu quand quand le salarié n'était pas normalement à l'horaire ou ne devait pas normalement travailler cette journée-là. Donc, souvent, il n'y avait pas le paiement de l'indemnité, mais il y avait le congé compensatoire à reprendre. Maintenant, vous avez le choix comme employeur de soit donner l'indemnité compensatrice ou le congé compensatoire. Donc ça, c'est une nouveauté. À chaque fois que vous allez retrouver la petite étoile jaune dans ma présentation, c'est que c'est nouveau pour vous. Ça sera possible, comme ça l'a toujours été, le congé compensatoire pour un férié peut être pris 3 semaines avant, 3 semaines après le férié, sauf dans le cas de la fête nationale où elle a sa propre loi. Et la règle du 1/20e du salaire cumulé dans les 4 dernières semaines pour calculer l'indemnité de férié reste toujours la même. Donc, la nouveauté, c'est seulement si le travailleur n'était pas normalement à l'horaire, maintenant, vous avez deux choix. Une autre nouveauté depuis le 12 juin, c'est la suivante, c'est que la notion de parent, a été élargie. Vous voyez, ce graphique-là vient justement du guide que je vous ai mis en référence. Donc, bienvenue en 2019 avec les nouvelles familles. Euh, Vous voyez là, à gauche, là, c'est l'ancienne notion de parent. Donc, tout ça pourquoi? C'est que lorsqu'un salarié va demander maintenant une protection pour une absence ou un congé pour s'occuper d'un proche aidant ou d'un parent ou de la famille élargie, voici maintenant jusqu'où ça peut en découler. Donc, ça peut aller autant du côté de la famille du conjoint que du salarié. Les enfants, les parents, mais aussi toute la famille rapprochée des parents et des grands-parents. Donc, euh, il sera possible là, maintenant de reconnaître l'ensemble de ces gens-là comme étant des parents élargis ou des proches au sens de la loi. Donc, c'est plus visuel comme ça, c'est plus facile à comprendre.
Nouveauté aussi qui a une incidence budgétaire et financière pour vos organisations, c'est la suivante, c'est que auparavant, il n'y avait aucune loi qui obligeait l'employeur à offrir un congé de maladie payé. Vous aviez l'obligation, ou plutôt vous deviez accommoder un salarié qui pouvait s'absenter jusqu'à 10 jours par année pour justement congé personnel, congé maladie, pour accompagner ses proches comme un aidant naturel ou les enfants. Désormais, donc l'étoile, ce qui change maintenant, c'est que 2 jours sont payés. Donc, parmi ces 10 jours-là, auxquels les employés, les salariés ont toujours eu le droit de s'absenter de façon raisonnable, maintenant, il y a une banque qui s'ajoute là, de 2 jours payés. Euh, si le travailleur ou le salarié justifie d'au moins 3 mois de service continu. La loi nous prévoit aussi que ces 2 jours payés peuvent être fractionnés. Donc, en jour, en demi-jour ou en banque d'heures, c'est à votre discrétion, c'est à votre guise, c'est votre droit de gérance. C'est à vous de déterminer si l'employé qui s'absente seulement un après-midi ou un avant-midi, si vous le calculez comme une demi-journée, comme une journée complète. Donc, c'est à vous de déterminer ça, de l'inscrire dans votre politique, dans votre guide de l'employé. Donc, ces 10 jours-là, et incluant les 2 jours payés, c'est pour remplir des obligations qui sont liées à la garde, à la santé, à l'éducation d'un proche. Donc, tout ce qu'on a vu là, ici, là, dans la présentation, dans la diapo précédente. Euh, La règle est celle du férié, dans le fond, parce que bon, la personne, si elle s'absente quelques jours, ou quelques heures, c'est l'indemnité à payer durant le congé. C'est la règle du 1/20 des 4 semaines cumulées. Donc, si par exemple la personne est à temps partiel, euh, elle travaille une journée par semaine, donc 8 heures, vous comprendrez qu'elle recevra donc 1/5 de 8 heures pour une journée manquée, parce qu'on va faire 1/20 des 4 dernières semaines. Donc, c'est au prorata, dans le fond, des heures travaillées. Donc, vous n'avez pas à payer une journée complète de congé maladie si quelqu'un n'est pas en train de s'absenter, ne cumule pas 8 heures de travail par jour à tous les jours. C'est votre droit, il n'y a pas de nouveauté là-dedans et ça a toujours été votre droit d'exiger une justification médicale en tout temps. Je pense pas une nouveauté des normes, mais c'est juste que là, dans les circonstances, étant donné que maintenant on doit rémunérer 2 journées, c'est possible ça a toujours été possible de l'exiger. C'est votre droit de gérance. C'est à vous de voir si vous l'intégrez dans une politique inscrite ou écrite à votre guide de l'employé. Vous pouvez toujours garder une certaine latitude de dire que dans certaines circonstances, vous pourriez l'exiger et que dans d'autres, non. Euh, L'expression commune, là, vous connaissez vos moineaux, dans le sens que si vous savez qu'il y a des gens qui pourraient abuser de ça, ben, exigez une justification médicale. Si c'est pas le cas, ben, c'est à votre discrétion. Donc, une absence qui est injustifiée, même si vous le demandez, mais il pourrait y avoir des mesures disciplinaires qui pourraient être prises, hein, ça c'est toujours possible. Et un employé qui s'absente plus de 10 jours par année, ben, ça devient déraisonnable de l'accommoder. Et là, vous pourriez voir des stratégies de pouvoir vous départir de cet employé. C'est également votre droit d'exiger un suivi de la part de votre employé qui est en invalidité, de communiquer avec lui, de recevoir des justifications médicales à temps. S'il vous dit, ben, j'ai un billet de médecin jusqu'au 15 février prochain, puis le 18 février suivant, vous n'avez pas de nouvelles, ben, il y a 3 jours où l'employé s'est absenté sans justification, puis vous pourriez toujours le demander. Donc, c'est un petit aparté, mais c'est dans les changements importants. Toujours dans la même optique des congés personnels. euh, donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un salarié n'aura il y a une exception, là, c'est le salarié n'a plus besoin d'avoir 3 mois de service continu pour avoir droit à des congés de maladie, faire don d'organes ou de tissus ou d'accidents de violence conjugale à caractère sexuel ou d'actes criminels. Euh,
mais ça, c'est pour des congés non rémunérés. On s'entend, là, c'est pour ça que j'ai mis rémunéré en jaune dans l'autre paragraphe. Donc, avant, la personne pouvait s'absenter, ne pouvait pas s'absenter avec une certaine protection si elle ne justifiait pas de 3 mois de service. Maintenant, le législateur, ce qu'il dit, c'est que il n'y a pas 3 mois de service, le salarié, c'est pas plus grave que ça parce que c'est des congés non rémunérés. Donc, l'employé y aurait droit, mais non rémunéré. Dans un deuxième temps, l'autre nouveauté, c'est justement, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'un salarié qui a au moins 3 mois de service continu, là, lui a droit à 2 jours de congés payés pour pratiquement les mêmes congés qu'on retrouve en haut. Maladie, don d'organes, un accident, violence conjugale à caractère sexuel ou d'acte criminel ou pour des raisons familiales ou parentales, où je me réfère au petit graphique d'il y a 2 diapos. Si jamais vous êtes un proche aidant ou vous accompagnez un enfant ou un proche qui a une maladie grave ou un accident, votre absence protégée passe de 12 semaines à 16 semaines. Ça, c'est une nouveauté dans la loi. Et si spécifiquement ça touche un de vos enfants mineurs, cette absence protégée-là va aller jusqu'à 36 semaines. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Qui est dans la loi sur les changements. J'aimerais vous poser une petite question parce que je me fais, à travers les appels que j'ai eus dernièrement, euh, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avec ces 2 jours de congé-là. Au final, euh, oups, pardon, je me suis trompé de Python. Donc, je lance le sondage. Donc, je veux savoir qu'est-ce que vous faites principalement avec les 2 jours de maladie que maintenant le législateur vous oblige. Donc, est-ce que vous en aviez 0 avant, puis là maintenant vous en ajoutez 2? Est-ce que vous en aviez déjà au minimum 2, puis la plupart des gens, vous allez les intégrer dans votre politique actuelle, ou vous en ajoutez tout simplement 2 à votre à ce qui est déjà à ce qu'il était déjà prévu, pardon. Donc, je vais laisser un peu de temps aux gens. Puis je vais vous le partager, c'est de façon confidentielle, d'ailleurs. Vous ne verrez pas qui a répondu quoi, mais ça va nous donner une idée qu'est-ce que les employeurs faisaient principalement. Donc, je ferme et je peux partager les résultats. Donc, vous voyez, 44%, il n'y en avait aucun et maintenant, il va en ajouter 2. Et 51% des gens, des entreprises présents au webinaire, là, vont les intégrer à ceux qui le prévoyaient déjà. Puis 5% vont les ajouter à la banque existante. Là, donc, bonne nouvelle, je vais masquer ça ici. Donc, ça vous donne une idée un peu ce que les autres ont décidé de faire avec l'ajout de ces congés-là. Donc, un bout un peu plate, mais il faut en parler. Au niveau des décès, donc décès d'un proche, auparavant, c'était la personne avait le droit de s'absenter là, pour un proche. C'est un conjoint, un enfant, l'enfant du conjoint, le père, la mère, le frère, la sœur. Ça, c'est ce qui est prévu dans la loi comme étant une famille proche. Donc, avant, là, on peut s'absenter 5 jours sans rémunération, dont une était payée. Maintenant, la nouveauté, c'est que 2 de ces jours-là sont rémunérés. S'il y a eu disparition d'un enfant mineur ou suicide famille proche là, pour un majeur dans votre famille, l'absence protégée pour accompagner ou pour passer à travers cette épreuve-là passe de 52 à 104 semaines. Donc, l'absence protégée pour un salarié passe d'1 an à 2 ans. Et le décès d'un enfant, c'est la même chose aussi. La protection du salarié qui s'absente pour vivre cette épreuve passe de 1 an jusqu'à 2 ans. On ne voit plus rien, c'est bon. Effectivement, je me suis trompé, désolé. Fait que je reviens. Ça, c'est en cas de décès. Merci de me remettre à l'ordre. Tellement de choses à cliquer. Donc, décès, comme je disais, on passe de 2 jours au lieu d'une journée. La disparition, on double les délais pour passer à travers cette épreuve-là. Et le décès d'un enfant aussi, on double le délai qui passe de 52 à 104 semaines.
Donc, merci de... Meilleure nouvelle maintenant, lorsqu'on vit naissance ou adoption, il y a une nouveauté maintenant, c'est que avant le législateur exigeait qu'on ait au moins 3 mois de service continu pour avoir les 2 jours payés sur les 5 qui étaient disponibles. Donc 5 jours qui sont disponibles lorsque le père, là, dans le fond, euh, ou la mère, ou maintenant en 2019, là, le parent, je vais dire, là, donc assurer la naissance ou l'adoption. Euh, 5 jours maintenant, au lieu d'un, c'est 2 jours qui sont payés. Donc, ça a toujours été 2 jours, excusez-moi, mais c'est le 3 mois de service continu qui n'est plus requis. Donc, dans les faits, vous embauchez un employé, le lendemain de son embauche, sa conjointe accouche, 2 jours payés. Donc, ça, c'est nouveau et ça a une incidence. Et ça a toujours été le cas, mais ces congés-là sont également admissibles pour une interruption de grossesse, il manque une lettre, désolé, après 20 semaines. Pardon. Euh, un salarié, bon, le droit de refus, ça c'est intéressant comme concept. Oui, c'est pour tous les. Je vais prendre quelques questions en rafale aussi en même temps, là. Mais oui, c'est pour tous les employés, peu importe leur statut. Donc, qu'ils soient temps plein, permanent ou temps partiel. Encore là, ça va être au prorata des heures travaillées. Si vous voulez 2 journées de congés payés, là, c'est à la lumière de ce qu'ils ont cumulé en heures. Euh, Droit de refus. Donc, il y avait déjà des mécaniques qui étaient prévues à la loi, mais là, présentement, ça va un petit peu plus loin. Donc, on va le lire ensemble, là. Un salarié peut refuser de travailler plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail. Donc, si par exemple les quarts de travail normaux sont de 8 heures, euh, à- après 10 heures, il pourrait refuser de continuer de travailler. Et il pourrait refuser également de travailler plus de 14 heures de travail par période de 24 heures. Euh, Ça commence à être intense, mais le législateur l'a prévu. Et ça, c'est quand même assez gros aussi. Lorsqu'il n'a pas été informé 5 jours à l'avance, il pourrait refuser de faire des heures supplémentaires et même de faire le quart de travail en soi, sauf si la nature de ses fonctions exige qu'il demeure en disponibilité. Là, on parle plus de des rôles ou des postes dans le domaine d'urgence, santé, sécurité, etc. Donc, c'est sûr que si, par exemple, vous avez un restaurant, euh, puis que le soir, vous appelez un employé, dire demain, il faut que tu me dépannes, j'ai besoin de toi pour faire un quart de travail. Dans les faits, ce qu'on comprend, c'est que le droit de refus ferait en sorte que l'employé pourrait dire, ben, j'ai pas été avisé au moins 5 jours à l'avance de ce quart de travail-là, je refuse. Et vous pourriez pas en tenir rigueur, donc vous pourriez pas émettre des mesures disciplinaires pour cet employé-là, par exemple. Donc, c'est un changement important. Qu'est-ce qu'on voit comme optique, c'est que c'est la conciliation travail-famille, au final, je crois, là, qui est dans les faits qui a été mis de l'avant avec ça. Bon, j'ai une question, je ne suis pas capable d'accéder. OK. Si dans le contrat, c'est indiqué que l'employé peut être appelé à travailler les soirs et les fins de semaine pour urgence, est-ce que ça tient? Ben encore là, est-ce que ça tient? Moi, je vous référais à la définition là, de l'interprétation, c'est est-ce que la nature de ces fonctions exige qu'il demeure en disponibilité? Lorsque il resterait, par exemple, à voir si c'est de matière urgente ou si c'est dans les services essentiels. Donc là, c'est difficile de voir si, si chacun de vos positions s'adapterait à ça. Donc, faudrait aller lire l'interprétation de, de la loi spécifiquement. C'est nouveau, donc on va voir ce que les juristes vont en penser, puis on va avoir plus de nouvelles un peu plus tard, là. Je vais répondre aux questions plus spécifiques dans 15 minutes. J'en ai beaucoup, donc je vais y revenir sur le droit de refus spécifiquement. Euh, Notion super intéressante maintenant, c'est sur l'étalement des heures. Euh,
Ça, c'est quelque chose pour vous, les employeurs, là. Donc, soyez bien à l'écoute de ça, là. Depuis tantôt, on voit que c'est des ajouts pour le travailleur, mais l'étalement des heures est un concept intéressant. Vous pouvez prendre entente avec un employé, OK, euh, sur 4 semaines maintenant, euh, il pourrait faire un peu plus ou un peu plus de 40 heures semaine, OK? Mais l'important, c'est que l'entente soit sur 4 semaines et elle ne peut pas dépasser 4 semaines. Que le maximum des heures atteignables, donc le 160 heures, le 4 fois 40 heures, ne soit pas atteint. Et dans cette optique-là, on ne paierait pas d'heures supplémentaires. OK? Je vais essayer d'être un peu plus clair. Je vais revenir à cette diapo-là, mais par exemple, la semaine 1, votre travailleur fait 35 heures. La semaine 2, il fait 45 heures. La semaine 3, il fait 42 heures. Puis la semaine 4, 33 heures. Dans les faits, si vous n'avez pas une entente avec votre employé, les semaines 2 et 3, vous devriez lui payer les heures supplémentaires. OK? Donc, 5 heures à temps et demi la semaine 2, 2 heures la semaine 3 à temps et demi. Mais si on calcule l'entente sur 4 semaines, ça représente 155 heures. C'est moins que la durée normale qui est prévue de 160 heures, donc de 40 heures semaine. Donc, l'employé ne recevra pas de prime d'heures supplémentaires. Je reviens à la diapo précédente. Pour que ça fonctionne, la moyenne d'heures ne doit pas dépasser 40 heures par semaine. L'accord doit être écrit avec le salarié. L'étalement doit être prévu sur une période maximale de 4 semaines. Donc, on ne peut pas dire on fait ça sur 5, 6, 7, 10 semaines ou à la fin de l'année, on calcule. Vous comprenez, là? Donc, 4 semaines. Le salarié ou l'employeur peut résilier l'entente suite à un préavis de 2 semaines. Donc, il doit donner préavis écrit à son employé. Et à ce moment-là, d'un côté ou de l'autre, on peut résilier cette entente-là. Et une semaine de travail ne peut pas excéder 50 heures par semaine. Donc, si vous respectez ces 5 conditions-là, la commission vous donne la possibilité d'étaler les heures sur 4 semaines sans pour autant être obligé de payer les heures supplémentaires à chaque semaine. Donc, vous pourriez faire plusieurs ententes, mais l'important, c'est que le travailleur et l'employeur soient bien à l'aise avec la situation. Et il faut comprendre qu'un des deux parties peut se retirer de cet étalement-là des heures de façon assez express là, avec 2 semaines de préavis. Puis vous ne pouvez pas porter rigueur là, à votre employé sur ça. Donc avant, si on voulait étaler les heures, là, il fallait faire une demande spécifique à la commission. Par exemple, les usines qui travaillent 24/7, 365 jours par année, où il y avait des quarts de travail qui chevauchaient dans la semaine, là, ou la fin de la semaine, début de la semaine, avec le quart de nuit. Des fois, il y avait des semaines de 42, puis une semaine de 34 ou 44, 36 dans les 2 semaines. Ben là, il fallait prendre entente avec la commission. Maintenant, on vous donne la possibilité de gérer ça vous autres mêmes, mais il y a eu des règles qui ont été établies. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de pas pire pantoute. Voyons, je suis en train de m'en aller dans le mauvais sens. Désolé, encore une fois. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Euh, je vais y revenir dans quelques instants juste pour qu'on puisse passer à travers tout le contenu. Rémunération. Donc, l'annonce de l'augmentation du salaire minimum va se faire dans les prochains jours. Habituellement, ça se fait dans la deuxième, troisième ou quatrième semaine de janvier. C'est même un peu bizarre que ça ne soit pas sorti encore. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des queues, mais au final, soyez à l'affût. Il y a des fortes chances que le salaire minimum augmente encore. Vous vous souvenez, l'année passée, ça a été la plus grande augmentation jamais vue dans l'histoire de l'établissement du salaire minimum. Donc, on peut peut-être s'attendre avec l'économie, de la façon qu'elle roule, à ce qu'il y ait une augmentation assez importante. Ce qui est nouveau, c'est le dépôt direct est désormais la norme reconnue automatiquement. Donc, avant, fallait demander l'autorisation écrite dans un contrat ou fallait demander spécifiquement à l'employé est-ce que tu veux recevoir ta paye par chèque ou par dépôt direct. Bon, ça, c'est peut-être un peu dépassé, là, mais maintenant, c'est prévu à la loi que ça se passe ainsi. Vous ne pouvez plus payer 2 employés avec un salaire différent.
sur la seule base de son statut. Donc, utiliser toutes les autres bonnes raisons du monde, comme l'expérience, la scolarité, les corps de travail qui sont en place, ou peu importe, mais le législateur ne vous permet plus d'avoir deux classes d'emploi, parce qu'on a déjà vu ça, puis on le voit encore. Par exemple, les temps partiels, le salaire d'entrée, c'est 13 puis les temps pleins, c'est 15 par exemple. Ben ça, vous n'avez plus le droit de le faire depuis le 1er janvier. Vous n'avez plus la possibilité non plus de protéger des avantages par une clause grand-père. Donc, les clauses grand-père, c'est quoi? C'est on protège un groupe de travailleurs qui ont le droit à des avantages et tous les gens qui ont été embauchés après cette date-là ne bénéficient pas des mêmes avantages que ceux qui sont protégés par la clause grand-père. Donc, ce que ça veut dire dans les faits, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er janvier, vous n'aviez plus le droit de créer deux groupes de travailleurs et qu'à une date fixe dans le temps, certaines personnes ont droit à des avantages puis d'autres non. Si vous aviez déjà ça en vigueur, vous avez un droit acquis, mais à partir d'aujourd'hui, ou quand je parle d'aujourd'hui, vous comprenez, là, depuis la mise en vigueur de la loi, ce n'est pas possible de le faire. Ce n'est plus possible de le faire. Donc, soyez vigilants avec ça aussi. C'est des changements qui sont importants. Trois nouveautés dans cette page. Donc, concernant, c'est beaucoup dans l'actualité, donc le législateur s'est adapté. L'employeur, en jaune, là, je lis, l'employeur a maintenant l'obligation d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention de harcèlement psychologique et sexuel. Et ce qui est important aussi, c'est le traitement des plaintes. Donc, c'est quoi le processus de traitement des plaintes? Donc, cette politique doit être affichée, doit être disponible et doit être présentée aux employés là, de la façon que vous le désirez. Ça, c'est en vigueur depuis le 1er janvier. Elle doit être écrite et au final, vous devriez également en faire une présentation à vos employés sur qu'est-ce que ça implique, puis quelles sont les mécaniques qui sont prévues. Il y a un modèle sur le site de la commission, si vous désirez. Sinon, également, on peut vous appuyer dans l'élaboration de cette politique-là, si vous en avez besoin. Il y a une nouveauté aussi, c'est que les victimes de violences conjugales ou de violences à caractère sexuel, leur absence protégée avant, non pas avant, est maintenant de 26 semaines sur 12 mois. Donc, leur emploi n'était pas protégé avec autant de semaines qu'il l'est désormais. Et un gros morceau aussi, c'est que un dépôt d'une plainte pour harcèlement psychologique et sexuel au travail, le délai de prescription était de 90 jours après les derniers événements. Maintenant, c'est 2 ans après les derniers événements. Donc, vous pourriez même recevoir des plaintes d'employés qui ne sont peut-être plus là à votre travail et devoir les gérer. Ce qu'il faut comprendre du harcèlement psychologique et sexuel, là, il y a une légère définition, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une plainte est déposée, elle est déposée contre l'employeur. Elle n'est pas déposée contre l'harceleur ou l'harcelé ne peut pas déposer plainte directement contre l'harceleur. Donc, c'est la responsabilité de l'employeur de s'assurer que le milieu de travail est sain et qu'il a pris tout en considération et qu'il est disponible, facile pour lui de démontrer qu'il a tout fait pour éviter et prendre en charge le harcèlement psychologique qu'il y aurait eu dans les lieux du travail. Donc, ça vous prend ça dès maintenant, au final. Et là, en rafale, je vous ai fait un petit tableau résumé, là, juste pour terminer. Là, le 12 juin, qu'est-ce qui était en vigueur? Donc, on en a parlé, l'élargissement de la notion de parent là, avec les deux diagrammes, l'augmentation de la durée de l'absence pour un proche aidant là, qui a passé dans certains cas de quelques semaines à quelques années, la fin progressive de la clause grand-père parce que vous n'avez plus le droit d'en mettre en vigueur depuis le 12 juin. L'entente d'étalement des heures, là, le 40 heures semaine sur 4 semaines, ça c'est depuis le 12 juin, vous avez maintenant le droit de faire ça.
Les étudiants athlètes, j'en ai pas parlé, mais ça, il y a une exclusion, là, parce que vous aviez peut-être vu dans les journaux, là, euh, par exemple, les joueurs du junior majeur disaient être des salariés, exigeaient un salaire minimum. Ben, ils ont été exclus des normes du travail, donc ils devront avoir un combat ailleurs. Le congé de maladie, les 2 jours de congé de maladie, ça exclut le domaine de la construction qui est sous décret spécial et les cadres supérieurs parce qu'ils ne sont pas admissibles justement ou ne sont pas protégés par la loi sur les normes du travail proprement dit. Depuis le 1er janvier, quels sont les autres changements en rafale? Ben, 3 mois de service, il y a 2 jours de congé maladie qui est payé maintenant sur les 10 admissibles. Il n'y a plus de délai minimum, donc plus le 3 mois de service n'existe plus pour la naissance et adoption. Il n'y a plus de disparité de salaire qui est justifiée par le statut d'emploi depuis le 1er janvier, donc pas le droit de payer un temps partiel moins cher qu'un temps plein seulement sur la base de son statut. Vous avez l'obligation d'adopter une politique d'harcèlement, de prévention d'harcèlement depuis le 1er janvier. La deuxième page est la dernière. Un plus grand délai pour porter plainte depuis le 12 juin, donc on a passé de 90 jours à 2 ans. L'employeur a maintenant le choix entre l'indemnité ou le congé compensatoire pour un férié lorsque l'employé n'était pas à l'horaire normalement, donc ça c'est une nouveauté. Le paiement bancaire est autorisé automatiquement sans le consentement écrit de l'employé. L'augmentation de la durée de l'absence pour le décès ou la disparition d'un enfant, vous avez vu, ça l'a passé de 52 semaines à 104 semaines, donc ça aussi, il y a des changements à la législation. Le versement des vacances en continu est maintenant accepté pour les travailleurs saisonniers ou intermittents, c'est un changement. Au 1er janvier, 2 jours payés au lieu de 1 pour les décès d'un proche. Ça, on n'en a pas parlé non plus, mais c'est une nouveauté, c'est le calcul d'indemnité de fin d'emploi. S'il y a un licenciement collectif, comprendront désormais les pourboires. Ce n'était pas une obligation de la loi avant, maintenant c'en est une. Donc, si par exemple dans votre restaurant, vous licenciez tout le monde pour une fermeture, les gens vont pouvoir ajouter à la rémunération les pourboires qu'ils touchaient. Donc, ça va avoir un effet sur les indemnités de fin d'emploi, bien entendu. Et le salarié a le droit à 3 semaines de congés payés vacances maintenant après 3 années de service, même s'il est dans l'année de référence. Comme je l'ai dit, il y a quelques notions, là, puis vous pourrez les voir dans le guide si ça vous intéresse, que j'ai mis en annexe, mais il y en a sur les agences de recrutement. Il y a des projets de loi. Là, il y a 3 projets sur les travailleurs étrangers qui n'ont pas été entérinés encore. Donc, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que c'est juste des concepts qui sont pas confirmés. Mais au final, c'est pas mal les grands changements qu'il y avait aujourd'hui à vous présenter. Donc, juste avant de passer à la période de questions, là, on est beaucoup là, sur le webinaire, puis on va s'assurer de répondre à toutes vos demandes. Si vous voulez une attestation de ce webinaire, écrivez à rh@commercial-sagedecision.com. Et si vous voulez une copie PDF de la présentation, faites la même chose. Prévoir, s'il vous plaît, juste un petit délai d'une semaine à peu près. On va essayer de cumuler le maximum de gens puis de faire un envoi massif. Parce que on a beaucoup de succès avec le webinaire, donc ça cause quelques soucis de délai avec tous les courriels qu'on reçoit ensuite. Donc, merci de votre compréhension. Donc, si on ne vous répond pas dans les 24 heures, là, faites juste vous assurer que c'est normal. Okay? Merci beaucoup pour votre compréhension. Écoutez, j'espère avoir éclairci certains éléments. Maintenant, je vais retourner un peu en arrière dans les questions. Si vous voulez rester connecté, ça va être en rafale, je vais les lire. Si jamais vous voulez davantage de détails, ben, n'hésitez pas à nous écrire à rh@commercial-sagedecision. Je vais laisser la page ici. On peut vous accompagner, bien entendu, dans l'établissement de la révision de votre guide de l'employé. On peut vous accompagner dans l'élaboration de votre politique de prévention sur le harcèlement. On peut s'assurer que vos contrats de travail maintenant respectent également l'ensemble des règles qui sont prévues. Donc, on peut vous appuyer dans plusieurs éléments, bien entendu. Donc, je vais passer aux questions maintenant. Je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, merci pour tout. Bon,
Ça, j'ai répondu. Si dans le contrat de travail, c'est indiqué que l'employé peut être appelé à travailler les soirs, les fins de semaine pour urgente, est-ce que ça tient? Donc, encore là, moi, là, on fait référence au droit de refus. Vous devriez toujours garder ce libellé-là parce que si l'employé accepte, c'est pas un problème. Parce que l'employé pourra toujours pouvoir dire oui ou non. Euh, dans les faits, ce qu'il a le droit de faire, c'est que s'il n'a pas été averti au moins 5 jours d'avance, il pourrait refuser, puis vous ne pourriez pas en tenir rigueur. Puis là, on me donnait des exemples de certains dans des milieux. Euh, encore là, je peux pas, ça va être difficile pour moi. Là, on me dit pour un déneigeur. Mais un déneigeur, je pense que son emploi exige qu'il soit là. C'est difficile de déterminer s'il y a des tempêtes ou non. Est-ce que c'est un service essentiel? Pas réellement. Mais au final, moi, j'aurais tendance à dire que dans un cas comme ça, il devrait être disponible. Quand je parle de services essentiels, là, ben, on parle du transport collectif, on parle du réseau de la santé, on parle des ambulanciers, des policiers, des pompiers, on parle de tout ce qui est incinération, des déchets, la collecte des déchets. Donc, si vous êtes tous dans des postes là, comme ça, si vous êtes dans des décrets spéciaux de services essentiels, vous le savez, je suis pas mal certain que là, vous êtes pas couvert par le droit de refus. Que se passe-t-il dans le cas... oups, j'ai descendu. Que se passe-t-il dans le cas... Donnez-moi un instant. La convention collective détermine que les changements d'horaire peuvent être faits 48 heures à l'avance. La convention collective, c'est une loi en soi là, dans votre organisation. Euh, Ça ne veut pas dire, par exemple, que même vous avez une convention collective que vous ne devez pas respecter la loi. Encore là, les changements d'horaire pourraient être faits 48 heures à l'avance, mais dans les faits, l'employeur aurait un droit de refus. Donc, il y aurait peut-être votre libellé à changer là, au niveau dans votre convention collective, dans votre prochaine négo, ou du moins de réouvrir cet article-là là, au besoin. Est-ce qu'on peut faire plusieurs ententes dans l'année? On fait référence à l'étalement des heures. Ben, au final, si vous faites une entente avec votre employé puis il l'accepte, ben vous avez le droit de la poursuivre jusqu'à temps qu'il la refuse. Si jamais un des deux parties décide de se retirer de cette entente-là, ben il n'y a rien qui vous empêche, avec le consentement des deux parties, de refaire une nouvelle entente. Donc, est-ce qu'on pourrait en faire plusieurs par année? Oui, mais on pourrait conserver la même ad vitam aeternam là, pour toujours. Si on paye aux 2 semaines, c'est difficile d'appliquer cette nouvelle norme car le temps supplémentaire est déjà calculé. Effectivement, là, ça sera au système de paye de pouvoir s'adapter à ça. Il pourra avoir une rétro, mais au final, là, c'est une mécanique salariale, mais si vous êtes capable de vous adapter, vous auriez le droit de le faire. Je comprends qu'effectivement, automatiquement, si votre système de paye les heures supplémentaires, ben là, l'entente est un petit peu difficile à gérer. Est-ce que le refus de travailler peut s'appliquer au surtemps? Donc, oui, ben dans le fond, la personne, ça n'a pas été avisé d'avance, effectivement, 5 jours à l'avance, elle peut refuser. Elle peut refuser aussi si ça dépasse plus de 2 heures son quart de travail. Donc, si elle était prévue de travailler 6 heures cette journée-là, ben, vous pourriez lui demander d'extensionner de 2 heures. Mais dans les faits, plus que ça, elle pourrait refuser. Clause grand-père, si la politique prévoit un accès d'assurance après 6 mois, mais que des exceptions ont été faites à l'embauche de certains employés, est-ce encore possible ou s'intégrer dans cette clause? Ça, c'en est un bon exemple de clause grand-père, justement, où il y avait des éléments qui étaient prévus pour un groupe d'emploi, alors que de l'autre côté, ils ne l'étaient pas. Donc, ces exceptions-là en feraient partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les compagnies d'assurance et vous, quand vous négociez votre dossier, puis quand le courtier est dans le dossier, ces genres de règles d'admissibilité-là font en sorte qu'elles s'adressent à des salariés, par exemple, s'ils ont atteint le statut ou non. Donc, on n'est pas en train nécessairement de créer des groupes de travailleurs, mais c'est plutôt des gens qui n'ont pas atteint les spécifications demandées par l'assureur pour faire partie de la convention collective. Donc, j'apporterai une certaine nuance à ça. Je pourrais pas dire hors de tout doute là aujourd'hui que c'est l'établissement d'une clause grand-père, ça me prendrait un petit peu plus de détails.
Au niveau de l'étalement des heures, est-ce possible, après l'entente signée de 4 semaines, de faire une seconde entente écrite de 4 semaines à la suite de la première? Ben, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous vous entendez, vous n'avez pas besoin de reconduire cette entente-là. Elle est valide jusqu'à temps qu'un des deux parties cesse l'étalement des heures ou décide de retirer ses intentions. Donc, si vous dites, bon, aujourd'hui, là, je propose à mes travailleurs la notion d'étalement des heures, ben, tant que tout le monde est content, vous n'avez pas besoin de conserver ou de reconduire cette notion-là, elle se fera automatiquement. Est-ce qu'on doit offrir 2 journées de maladie plus 2 journées, oups, là, je vois pas, de congé? Dans le fond, je vois pas la suite, malheureusement. OK, là, je vois. Est-ce qu'on doit offrir 2 journées de maladie plus 2 journées de congé parental aux employés? Non, c'est la même chose, c'est la même banque. Donc, c'est le législateur, ce qu'il veut, c'est que on épuise en premier les 2 journées maladie, puis ensuite, ben, c'est les journées non rémunérées. Donc, on ne vous exige pas d'en payer 2, 4, 6 ou 8, c'est le minimum, c'est 2. Mon année de référence pour les vacances est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, pour la nouvelle norme, quelle serait mon année de référence à moi? Donc, dans le fond, si votre année de référence elle est différente de celle des normes du travail, c'est la vôtre qui s'applique, en autant qu'elle soit aussi généreuse dans son établissement puis dans sa gestion que celle qui est prévue aux normes. Donc, mais spécifiquement pour les travailleurs qui auraient atteint, par exemple, au 1er mai 2018, leurs 3 ans de service, présentement, il y aurait droit. Et si vous, dans votre cas, au 1er janvier, c'est la même chose, ben, il faudra que les employés, les salariés s'adaptent à cette nouvelle réalité, ben, que vous vous adaptiez à la nouvelle réalité, que eux, maintenant, ils cumulent maintenant 6% et une indemnité de vacances de 3 semaines. Euh, Concernant les vacances, si nous avons des employés qui ont 4 ans de service en date de décembre 2018, doivent-ils prendre leur 3e semaine de vacances avant mai 2019? C'est c'est ce que les juristes comprennent et c'est ce que la loi prévoit, effectivement. Donc, s'ils ont déjà 3 ans de service au 1er mai 2018 et plus, ils doivent prendre leur 3e semaine et leur indemnité de semaine parce qu'ils sont dans l'année de référence dans laquelle ils ont cumulé cette 3e semaine-là. Donc, oui, effectivement, c'est exactement ça qui est prévu. Nous avons déjà 10 jours de maladie. Doit-on en ajouter 2? Non. Si les 10 jours de maladie sont payés, parce que là, c'est pas écrit dans la question, mais si les 10 jours de maladie sont payés, c'est pas un souci. Vous n'avez pas besoin d'en ajouter 2. Euh, vous avez tout simplement à les intégrer. Là, maintenant, il y a 2 jours de congé maladie qui sont obligatoires à être rémunérés. Si l'employé ne prend pas de congé durant l'année, est-ce qu'on doit payer automatiquement les 2 journées auxquelles il a maintenant droit? Bonne question. J'aurais effectivement dû en parler. Non, ils sont perdus s'ils ne sont pas pris. Donc, ils sont non monnayables, non transférables. Au final, qu'est-ce que ça a comme incidence, ça maintenant? C'est qu'il y a des fortes chances que les employés les prennent. Et là, c'est pour ça que vous pourriez peut-être exiger une justification médicale ou autre, parce que ce qui va arriver, c'est que en novembre et en décembre, il y a des gens qui vont être malades. Alors, oui, effectivement, s'ils ne les prennent pas, ils vont les perdre. Et ces 2 jours de congés payés, plus les 10 jours de non payés au total, 10 jours totaux, dont 2 payés. Exactement. Ouais, donc le législateur, ce qu'il veut, c'est que les gens aient la possibilité de pouvoir s'absenter 10 jours par année pour des raisons pour aider ses proches ou maladies non rémunérées. Et dans ces 10-là, il y en a 2 maintenant qui doivent être rémunérés. Donc, vous avez bien compris. C'est ça qui est prévu à la loi. Si dans la convention, il est indiqué que dans le cas de contradiction avec les normes du travail, d'omission des certitudes, la loi DNT a priorité. Est-ce que ceci permet un délai pour déposer délai de déposer une nouvelle politique sur le harcèlement? Dans la contradiction, ça. La loi sur les normes du travail a priorité. Donc oui, effectivement, si c'est prévu dans votre convention que la loi a priorité,
vous devriez vous ajuster puis de créer dès le 1er janvier, là, au final, votre politique sur le harcèlement. Si nous avons 35 heures de congé, oups, j'ai perdu mon truc. Si nous avons 35 heures de congé personnel selon notre manuel, est-ce que nous devons ajouter 2 jours en maladie? Ou le terme de congé n'a pas d'importance? Effectivement, le terme de congé n'a pas d'importance. Euh, donc, dans la loi, là, ce qui est écrit, c'est des congés rémunérés, mais vous pouvez les appeler des congés personnels, vous pouvez les appeler des congés payés, vous pouvez les appeler des congés maladie, vous pouvez les appeler des congés flottants, peu importe. Dans le fond, il faut qu'il y ait une banque de 2 jours disponible pour un employé qui veut s'absenter, pour les raisons qu'on a indiquées tantôt. Donc, si vous avez déjà une banque de 35 heures, ça fait foi des 2 jours qui sont prévus et qui sont maintenant obligatoires à la loi. Est-ce que les congés de maternité comptent dans l'ancienneté pour les années de service? Oui. Donc, quand on parle de service continu, euh, quelqu'un qui est en maternité, quelqu'un qui est en absence pour congé maladie, quelqu'un qui exercerait un autre droit, là, une autre absence, là, comme on a défini tantôt, soit pour avoir été victime d'un acte criminel ou d'un accident de la route ou peu importe, là. Tout ça, c'est du service continu, même si le travailleur n'est pas là présentement, ou la travailleuse. Le service continu commence quand? Quand on signe le contrat de travail puis que la personne a commencé à débuter son travail. Il se termine quand? Lorsque l'employeur termine l'emploi. Ou qu'il y a une démission, bien entendu, mais lorsque officiellement l'employé est terminé dans vos systèmes. Et tous les statuts dormants d'employés inactifs, mais toujours à votre service, cumulent du service continu. Donc, même si vous avez des gens là, en invalidité longue durée que vous n'avez jamais vu de votre vie là, depuis 5-6 ans dans vos systèmes, puis vous n'avez jamais mis fin à l'emploi, ces employés-là cumulent toujours du service continu. Donc, c'est vraiment important de, si c'est le cas, de terminer les employés. Tout, tout, tout. J'espère répondre aux questions en rafale comme ça, c'est challengeant. J'espère répondre de façon efficace. Là, présentement, je suis à jour dans mes questions. Si vous voulez m'en poser d'autres, je reste disponible encore pour 1 ou 2 minutes. Ça me fait plaisir. Sinon, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez toujours, je reste encore, puis je vous souhaite une bonne année 2019, puis au plaisir de vous retrouver puis de répondre à vos questions. Un congé sans solde, est-ce que c'est considéré comme du service continu? Absolument. Oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas eu rupture d'un lien d'emploi. Donc, c'est du service continu, effectivement. Si j'ai des employés saisonniers qui travaillent d'avril à novembre, donc pas une année complète, on doit payer quand même 2 journées payées s'ils s'absentent pour maladie. Oui, donc dès qu'ils ont 3 mois de service, donc avril, mai, juin, à partir de juin, ils sont admissibles. Et donc, de juin à novembre, ils pourraient prendre 2 jours de maladie. Mais bien entendu, c'est au prorata, les heures que vous allez leur payer, là, dans les 2 jours de maladie, c'est au prorata de ce qu'ils ont cumulé en rémunération puis en temps. Donc, effectivement, il y aurait droit. Est-ce que les 2 jours de congé maladie sont comptés selon notre année de référence? Si oui, ils ont. Ouais. Dans le fond, ils rentrent en. Ben, ça ne sera pas votre année de référence à vous. Ça va être l'année de référence. Attendez, avant que je me lance là-dessus. Est-ce que les 2 jours de congé maladie sont comptés selon notre année de référence? On parle, dans la loi, on parle d'année de référence. Donc, si vous en définissez une autre que celle des normes, mais là, ça va être un peu difficile parce que dans ce cas spécifiquement-là, le début de la loi a été au 1er janvier. Je vous dirais que pour cette année-ci, là, il faudrait adresser que l'année de référence pour les congés de maladie, c'est du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Ouais, bonne question. Si vous aviez à faire un changement dans l'année de référence pour les congés de maladie, il faudrait voir au prorata, par exemple, la deuxième année serait de 16 mois au lieu d'être 12 mois.
Là, dans ce cas-là, il faudrait calculer au prorata le nombre de jours qui fait en sorte qu'on respecte la loi. Donc, 2 jours par année de référence. Ça paraît être clair. Nos syndiqués ont déjà 7 jours par année payés en maladie. Dois-je en ajouter? Non, vous n'avez pas besoin d'en ajouter. Donc, vous allez les intégrer dans votre politique actuelle. Le législateur ne vous demande pas d'en rajouter 2 à ce que vous aviez déjà. Il vous demande d'en ajouter 2 si vous n'en aviez pas du tout. Donc, si vous en avez déjà au moins 2 de prévus dans vos politiques payés, ben, vous n'avez pas besoin de rien faire. Ouais, pouvez-vous expliquer, nous voulons être sûrs de bien saisir si un employé a eu 3 ans de service continu avant mai 2018, il doit prendre sa 3e semaine de vacances avant mai 2019. Donc, si un employé a eu 3 ans de service après mai 2018. Donc, je vais retourner à la diapo en question. Congé, ta. Donc, c'est effectivement ça qui est prévu. Le salarié qui a 3 ans de service au 1er janvier, il faut se poser une question. Donc, si au moins 3 ans de service au 1er janvier, on est dans l'année de référence qui est prévue par les normes, qui est du mois de mai jusqu'au mois d'avril. Donc, ce que la loi dit, c'est que aussitôt qu'un employé atteint 3 ans de service dans l'année de référence, dans cette année de référence-là, il a droit de prendre ses vacances, la semaine de vacances supplémentaires. Bon. Ça, là, c'est quelque chose qui existait déjà quand le 5 ans était en place. C'est juste que là, c'est 3 ans au lieu d'être 5 ans. Là, ce qui est mélangeant, c'est que là, on a parti la loi au 1er janvier, alors que l'année de référence, c'est du mois de mai au mois d'avril. Ouais, c'est ça exactement. Donc, ce qu'il faut comprendre, puis ça, je l'ai vérifié avec les normes du travail, je l'ai vérifié avec 2 avocats en droit du travail aussi, c'est que à la fin de l'année de référence, donc de mai 2019 qui s'en vient, tous ceux qui ont au moins 3 ans de service dans cette année de référence-là devront cumuler à 6% et du même fait avoir une 3e semaine de vacances à prendre dans leur année de référence parce qu'ils l'ont cumulé. Donc, ça fait bizarre, mais oui, effectivement, il faut aller en rétroaction. Cette personne-là ou ce salarié-là aura 3 semaines de vacances à prendre et son indemnité a changé au 1er janvier, mais elle changera en rétroaction au 1er mai dans son cas. À moins que sa date d'anniversaire, son 3 ans de service, soit par exemple en septembre. Ben là, au final, son indemnité, elle commencera pas au mois de mai. Elle va commencer en septembre. Par contre, il est quand même dans son année de référence où il atteint 3 ans de service. Donc, à ce moment-là, il devrait pouvoir prendre 3 semaines de vacances. Par contre, son indemnité à payer, il faudrait le dessiner, là, mais son indemnité de vacances ne sera pas exactement de 3 semaines payées temps plein. Là. Je vous... un exemple de clause grand-père, s'il vous plaît. Donc, ça serait de dire, par exemple, que tous les employés qui ont été embauchés avant 2015 ont le droit, par exemple, à augmenter de 2 classes salariales par année, puis que ceux qui ont été embauchés après 2015, eux, ben, leur augmentation salariale est prévue d'une seulement une classe. Donc, ça, c'est pour vous montrer qu'on n'a pas le droit de faire 2 groupes comme ça, puis de dire on a un groupe de travailleurs qui ont un droit spécifique, puis que l'autre groupe de travailleurs a un autre droit qui n'est pas le même, et souvent qui est moins généreux. Donc, ça pourrait être un exemple. Mais ça peut être sur le salaire, ça pourrait être sur les congés, ça pourrait être sur les vacances, ça pourrait être sur plein d'admissibilités. Donc, dans le fond, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de créer 2 groupes avec
une date, puis dire que des gens qui ont été embauchés avant ont certains privilèges que d'autres n'ont pas, qui ont été embauchés après. Donc, ça, c'est pas possible de le faire. Même si mon année de référence est au 31 décembre, je considère que mes employés qui ont 3 ans entre le mai 2018 et décembre 2008 ont leurs 3 semaines. Exactement. C'est ce qu'il faut comprendre. Geneviève, effectivement, c'est ce qu'il faut comprendre. Je ne suis pas sûr de comprendre le cumul entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019, supposé être payé dans l'année de référence du 1er mai 2019. Donc, effectivement, c'est une question légitime. C'est ça qui est difficile à saisir. C'est que ça a toujours été le cas. Puis il y a beaucoup, beaucoup de professionnels RH. Puis il y a moins de monde sur le webinaire, là, mais j'ai toujours fait ça aussi dans ma carrière. On calculait au prorata, là, dès la date d'anniversaire de l'employé, on commençait à accumuler du 6 ou du 8%. Puis là, on leur faisait cumuler dès leur date d'anniversaire. Puis ensuite, dans l'année de référence suivante, on pouvait leur donner les vacances complètes qu'ils avaient cumulées. C'est ce que beaucoup de gens comprennent, puis c'est ce qu'on a beaucoup toujours compris, là, puis je ne veux pas parler pour ceux qui avaient compris, là, mais dans les faits, ce qui se produit, puis ce qu'il y aura toujours dû avoir été fait, c'est que dès que la personne atteint, dans ce cas-ci, c'est 3 ans, puis avant, c'était 5 ans, mais dès que la personne atteint son 3 ans ou son 5 ans dans son année de référence, dès le moment, il peut commencer à cumuler ses vacances, puis même c'est en rétroaction de l'année de référence. Si vous ne me croyez pas, OK, parce que j'avais beaucoup de doutes de ce qu'on me disait, allez essayer le calculateur de vacances de la commission, puis essayez avec l'ancien système où quelqu'un cumule sa 5e année en plein milieu d'une année. Puis vous allez voir ce que le système va vous faire, c'est que pour toute l'année en cours, il va vous mettre à 6% dès le 1er mai. Donc, leur calculateur est bien fait. Il n'a pas été mis à jour pour le 3 ans, mais il a toujours fonctionné comme ça pour le 5 ans. Puis, ben, c'est un peu la réalité de comment ça fonctionne. C'est que dès que la personne atteint dans l'année de référence le 3 ans, présentement, ben, il y a l'admissibilité de pouvoir cumuler ses vacances dès le début de l'année de référence et non pas dès sa date d'anniversaire comme on aurait pu le croire. Ouais. Donc, avant d'en parler, je voulais être sûr de ma shot aussi. Je suis prêt à être challengé, mais je veux dire, j'ai vérifié avec 2 juristes différents. Le libellé que vous retrouvez devant vous, là, ici, là, c'est vraiment tiré de 2 bureaux d'avocats qui ont fait des blogs, là. Fait que si on lit, là, un salarié qui justifie de 3 ans de service continu chez un même employeur à la fin de l'année de référence, se terminant après le 1er janvier 2019, a droit à un minimum de 3 semaines continues de vacances à être prise dans les 12 mois suivant la fin de cette année de référence, donc la fin de l'année de référence, et ce, même si une partie de l'année de référence est considérée était en 2018, donc, et même si on doit aller en rétroaction. Alors, oups, je vais prendre si on donne 3 ans de vacances après un an de service continu, le cumul peut se faire à la date d'embauche. Oui, parce que vous êtes plus généreux que la loi. Fait que là, vous avez pas mal toute la latitude que vous voulez. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Merci pour les commentaires. En vous souhaitant une excellente journée, je vais mettre fin au webinaire. Si jamais
Ou vous voulez que je réponde à d'autres questions, n'hésitez pas à écrire un courriel.